Je suis rentré chez moi vers 21h15, épuisé par une double garde éprouvante aux urgences. Ma tenue sentait le désinfectant. J'avais mal aux pieds et je n'avais rien mangé depuis le petit déjeuner. Je n'avais qu'une envie, une douche chaude et un peu de calme. Au lieu de cela, j'ai ouvert la porte de mon ancienne chambre et je me suis figé. Tout avait disparu. La bibliothèque que j'avais construite à la fac. Ma lettre de résidence encadrée. Même la guirlande lumineuse que ma meilleure amie avait accrochée pour Thanksgiving dernier avait été remplacée. Au milieu de la pièce se tenait mon frère Jonah, 14 ans, qui brandissait une batte de baseball et hurlait des statistiques dans son casque. Mes vêtements étaient fourrés dans des sacs poubelles, affalés dans un coin comme des dons. Mon badge de la faculté de médecine était posé face contre terre près de la porte. Puis j'ai entendu la voix de ma belle-mère derrière moi. « Tu restes dans la véranda jusqu'à ce que tu décides de la suite. » Pas d'excuse, juste une question de logistique. Je me suis lentement tourné vers elle. « Tu ne m'avais pas dit que tu étais à la maison depuis des mois. »« Riley, » dit-elle, les bras croisés. « Jonah est adolescent maintenant et a besoin d'espace. » Ce n'était que temporaire. Mon beau-père n'a même pas éteint la télévision. Il a juste mis le match des Bulls et a murmuré. N'en faisons pas tout un plat. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié. Je suis allé dans la véranda, j'ai pris les sacs poubelles et j'ai commencé à trier ce qui m'appartenait encore. Il m'avait appris à respecter la maison, le règlement et le classement tacite. Je n'avais simplement pas réalisé que j'avais déjà été éliminé, alors je l'ai respecté. Je l'ai tellement respecté que je l'ai laissé là. Mais, debout, pieds nus dans le couloir de l'appartement de mes parents à Chicago, un sac poubelle plein de vie à la main, je me suis promis en silence qu'il voulait me voir partir. D'accord, je m'en sortirai, mais je ne me débrouillerai pas comme ça. Je deviendrai quelqu'un qu'il ne pourrait plus jamais ignorer. Quand je suis rentré chez moi au printemps dernier, après mes études de médecine, j'avais un plan pas très glamour. Il ne me fallait qu'un an pour travailler, économiser et préparer mon internat. J'avais obtenu mon diplôme dans les 10 premiers de ma promotion. Pas de dette, pas de scandale, juste de longues nuits et de l'épuisement. Je pensais que ça servirait à quelque chose. Au début, il faisait semblant d'être fier. Mon père m'appelait docteur Riley au dîner, à moitié en plaisantant. On riait. Je pensais qu'on était tous sur la même longueur d'onde. J'ai pris des quarts à la clinique pendant que je me préparais aux entretiens. Je faisais la lessive, je payais les courses. Je n'étais pas une profiteuse. J'ai survécu, concentrée et reconnaissante. Mais au bout de 3 mois environ, les choses ont changé. Ma mère est devenue cassante et m'a dit des choses comme « Riley, peux-tu m'être utile ?» Même quand je pliais littéralement des serviettes ou remplissais des papiers de permis de conduire, les commentaires devenaient plus froids sur la motivation, l'éthique du travail. Puis est arrivée Léla, ma sœur de 17 ans, bruyante et charmante, star de la famille. Elle a commencé à signer dramatiquement qu'elle avait besoin d'espace pour son portfolio et que partager une chambre ruinait son flux créatif. Au début, l'adolescente que j'étais riait vraiment. Mais ma mère ne riait pas et mon père haussait juste les épaules. « Tiens bon, ma fille. » Il disait que j'avais toujours pensé que si je restais silencieuse et continuais à être utile, je regagnerais ma place. Il s'avère que j'avais tort, mais la vérité était que j'étais invisible dans ma propre maison, pas assez bruyante pour être un problème, pas assez impressionnante pour être respectée. Les livres de médecine que j'avais annotés pendant des années étaient cachés derrière des jeux de société. Ma blouse blanche était froissée sur le sol de la buanderie. Le sèche-cheveux que je gardais toujours dans la salle de bain avait disparu et Sophie a agi comme s'il avait toujours été à elle. Puis elle a posté un TikTok dansant dans mon ancienne chambre. Je lui ai demandé de le retirer et elle a souri d'un air suffisant. « Reste calme, personne ne sait que c'est à toi, et ça m'a fait mal. » Elle avait raison, je ne la sentais plus comme si elle était à moi. Ni les meubles, ni les murs, ni l'air. Je commençais à rétrécir dans cette maison que j'appelais autrefois mon chez-moi. Je me suis dit d'être patiente. J'avais des entretiens, d'embauche à venir. J'y étais presque, juste un peu plus de temps. Puis, un soir, j'ai entendu ma mère parler à Madame Alvarez d'Axe en grave côté pendant qu'elle taillait les devant la maison. Riley a besoin d'un réveil. Maman a dit qu'elle avait été choyée assez longtemps. Madame Alvarez n'a rien dit, juste un sourire crispé. Je suis resté dans le couloir, le poids de cette phrase me serrant les côtes. Je n'étais plus sa fille, j'étais un fardeau, un problème, et une semaine plus tard, je suis rentré d'un service à la clinique pour découvrir que ma chambre n'était plus la mienne. Avec le recul, j'aurais peut-être dû le voir venir. Mais quand votre famille dit qu'elle est fière de vous, vous voulez les croire. Je pensais que la maison était quelque chose où l'on pouvait aller quand on n'a pas tout compris. J'avais tort la première nuit dans le bureau. Quand j'ai dormi par terre, non seulement j'avais froid, mais je me sentais épuisé. Et le lendemain matin, je me suis réveillé en colère, je ne l'ai pas laissé paraître. J'ai plié la couverture, j'ai attrapé mon sac
et je suis parti tôt pour mon service à la clinique. La réceptionniste a tout de suite remarqué que je ne riais pas à la blague ringarde habituelle du docteur Chang. Et quand un patient a marmonné quelque chose de désobligeant sur mon humeur au chevet, j'ai failli perdre la tête, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris une grande inspiration et j'ai continué à rentrer chez moi. Je suis resté calme, je suis arrivé tard, je suis resté dehors tard. J'avais commencé à postuler pour des postes d'interne à l'hôpital comme si c'était mon deuxième emploi à temps plein. 25 candidatures en 2 semaines, la plupart dans des villes où je n'étais jamais allé. N'importe où sauf ici. Ma mère n'a rien demandé. J'étais locataire. Ma petite sœur Lexi avait déjà emménagé dans mon ancienne chambre, l'avait peinte en rose, y avait accroché des guirlandes lumineuses et en avait fait son bureau. Elle a dit à ses amis que j'avais déménagé comme un fantôme. Je suis rentré tôt un après-midi. J'ai entendu mes parents sur le porche parler à un voisin. Il est un peu agité. Maman a dit, elle est intelligente, mais elle a toujours été un peu molle. Papa a ajouté, elle ira bien, peut-être que la pression lui fera du bien. Je suis resté stupéfait dans le couloir ce soir-là, en train de manger un plat surgelé. Lexi est entrée sans broncher, a jeté un coup d'œil à mon assiette et a dit, « C'est vraiment le déjeuner de ton grand médecin? Pas étonnant que tu sois coincé. » Je n'ai pas répondu, j'ai juste regardé. Plus tard dans la soirée, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour chercher des appartements. Et là, je l'ai vu. La maison d'Aix-en-Grave-Côté était à vendre. On aurait dit une ruine, mais elle était plutôt vide et ce n'était pas la maison de mes parents. J'ai cliqué sur « Enregistrer » et j'ai continué à faire défiler la page, mais mon esprit est resté fixé sur cette annonce. Quelques jours plus tard, j'ai vu un couple traverser le jardin avec un agent immobilier. J'ai ressenti une tension. Au fond de moi, cette maison n'avait rien d'exceptionnel, mais soudain, je ne voulais plus que personne y vive. J'ai imaginé des inconnus me faisant signe depuis le porche, à 2 pas de ceux qui me montraient clairement que je n'y avais pas ma place. J'ai imaginé les banalités, les hochements de tête polis par-dessus la clôture, faisant comme si nous n'étions pas des inconnus partageant la même histoire. Je n'étais pas prêt à quitter Chicago, mais je ne pouvais pas non plus rester un jour de plus sous le toit de mes parents. Alors j'ai commencé à faire les comptes. J'ai coupé mon compte épargne. J'ai vérifié ce qu'il me restait de mes cours particuliers pendant mes études de médecine. J'ai envoyé des emails à quelques anciens camarades de classe pour leur proposer des petits boulots. Correction de travaux de recherche, préparation au MCAP, révision des candidatures à l'internat. J'ai créé un tableur. Je me suis donné 90 jours et je n'en ai parlé à personne, ni à mon père, ni à mon ancien colocataire de la fac de médecine, et encore moins à ma mère. Il pensait encore que j'aurais compris, mais pas comme il avait imaginé. Il n'y aurait pas de sortie dramatique, pas de porte claquée, pas de cris. Je n'allais pas leur raconter cette histoire. J'en avais assez de quémander de la place dans une maison. Être propriétaire de la maison d'Aix-en-Grave-Côté, ce n'était pas seulement de l'immobilier, c'était une rébellion silencieuse. Alors j'ai réduit mes dépenses au strict minimum. J'ai pris des gardes de nuit à l'hôpital, des boulots d'écrivain freelance. Je transformais chaque dollar en distance. Chaque soir, je passais devant ces clôtures blanches écaillées comme s'il était déjà à moi. J'ai appelé mon classeur budgétaire à côté, parce que ce serait bientôt le cas. Si la force tranquille de Riley et son cheminement pour reconquérir son espace vous ont touché, appuyez sur « S'abonner », car son histoire n'est pas terminée et le prochain chapitre pourrait être celui que vous attendiez. Ce compte est devenu ma bouée de sauvetage. Chaque transfert me donnait l'impression de reconquérir une partie de moi-même. Au bout d'1 mois, j'ai finalement contacté l'agent immobilier. Elle s'appelait Kelly. Elle m'a retrouvé à la maison un mardi matin calme. Maman était au travail. Sophie était à l'école. De près, la maison avait l'air encore pire. Peinture écaillée, clôture tordue, moquette qui avait connu des décennies de mieux, un nid d'oiseaux coincé sous la lumière du porche. Je sais que c'est difficile, a dit Kelly doucement, mais pour quelqu'un prêt à faire l'effort, c'est un bijou. J'ai hoché la tête sans sourciller. Je n'ai pas bronché. Je n'ai vu aucune pourriture. J'ai vu la liberté juste au loin. Mon passé, mais je n'y vivrai plus jamais. Quand pouvons-nous déménager? Ai-je demandé. Kelly a cligné des yeux. Avez-vous une préapprobation? Je paierai la totalité. Ai-je dit. Elle m'a regardé, essayant de comprendre si j'étais sérieux. Si? À la fin de la semaine, nous avions le contrat. J'ai signé les derniers papiers seul dans le box d'un café tranquille après ma garde de nuit à la clinique. Lorsque l'email de confirmation est arrivé, j'ai tapoté le clavier de signature sans hésiter. J'étais officiellement propriétaire. Je ne fêtais pas encore. La maison avait besoin d'être rénovée et je voulais le faire moi-même. Je n'en ai parlé ni à maman, ni à Sophie,
ni à personne. Je suis arrivé avec une serpillière, un seau et une vieille boîte à outils achetée sur Craigslist. J'ai frotté les murs d'un bleu sombre que j'avais toujours aimé, mais que je n'avais jamais pu choisir. À l'arrière, j'ai déblayé les pierres et construit une petite piscine paisible, parfaitement alignée avec une fenêtre de la cuisine de mes parents. Puis, un matin, j'ai fait mes bagages, laissé ma vieille clé de maison sur la table de l'entrée et marché 15 mètres. À côté, j'ai ouvert la porte de ma propre maison, pieds nus, fatigué et fier. Personne ne m'a aidé, personne n'a applaudi, mais j'avais fait quelque chose de plus important que de leur prouver qu'ils avaient tort. J'avais prouvé que j'avais raison la première fois qu'ils ont vu la piscine. C'était un samedi matin. J'étais allongé sur une chaise longue avec un verre de café glacé à la main, une serviette drapée sur la chaise, des lunettes de soleil posées sur mon téléphone. Je ne suis pas monté, je ne me suis tout simplement pas caché. L'eau captait la lumière du soleil comme si elle avait quelque chose à dire. La petite cascade que j'avais installée ruisselait doucement. Le seul bruit dans la cour, la fenêtre de sa cuisine, avait la vue la plus claire. J'ai vu le rideau bouger, la silhouette de ma mère se tenait derrière, immobile, immobile. Elle n'a pas ouvert la fenêtre, elle n'a pas fait signe de la main, elle a juste regardé. Je ne me suis pas vanté, je n'ai pas regardé en arrière. Ce moment n'était pas pour elle, mais pour moi. Quelques jours plus tard, mon père est venu à la clôture. Je venais d'arroser la lavande près du portail arrière. Riley a dit doucement. Je me retourne. Tu as fait tout ça, la plupart du temps. Tu as aidé avec la piscine. Il a hoché la tête. Ça a l'air bien, vraiment bien. Merci. Il a déménagé. Ta mère était surprise. Je pensais qu'elle pensait que tu étais encore en train de comprendre. Moi aussi. Je l'ai compris. Il m'a regardé un long moment. Tu devrais venir dîner un de ces jours. J'ai laissé le silence étirer. Ai-je peut-être dit? Il a hoché la tête une fois et s'est éloigné. Ce fut la seule vraie conversation que nous avons eue cet été-là. Ma mère ne m'a jamais adressé la parole, n'a jamais traversé l'allée, mais quelque chose en elle a changé. Elle est passée de « perdu » à « Riley », d'un ton raide, comme si elle se forçait à ne pas en avoir l'air, comme si ce serait moins réel si elle ne le voyait pas. Sophie, bien sûr, a réagi exactement comme je l'attendais. Un après-midi, elle est arrivée d'un pas lourd avec ses sandales à plateforme, ses lunettes de soleil perchées comme une couronne. « Tu aurais vraiment dû construire une piscine », a-t-elle lancé sèchement. « Il fait chaud à Chicago », ai-je dit en faisant un geste calme. « Rester hydraté est important », a-t-elle observé la véranda propre, les boiseries blanches fraîches, les nouvelles chaises de patio que j'avais montées moi-même. Maman dit « Tu te la pètes ». Elle a dit ça par la fenêtre de la cuisine ou avec le tuyau d'arrosage. Ai-je demandé. Sophie a levé les yeux au ciel. « Peu importe, ce n'est même pas si impressionnant. » « Alors ça ne devrait pas te gêner, » ai-je répondu, laissant le silence faire le reste. Elle s'est retournée et est partie, indignée, mais je n'ai pas ressenti la culpabilité habituelle, seulement de la lucidité. J'avais passé des années à courir après son approbation comme si c'était de l'oxygène. Ce week-end-là, j'ai enfin pu respirer par moi-même. J'ai organisé un dîner tranquille pour des amis de la fac de médecine, un barbecue au charbon de bois, du jazz sur une enceinte. Nous étions assis au bord de la piscine, les pieds dans l'eau et des assiettes en équilibre sur nos genoux. Je me suis surpris à rire sincèrement. Quelqu'un a demandé « Comment as-tu fait ça, Riley ?» Je ne savais pas que j'en étais capable, ai-je dit, jusqu'à ce que ma chambre disparaisse. Parce que c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas le rejet, c'était la vérité derrière. Quand on te pousse dehors, soit tu te casses, soit tu te reconstruis. J'ai choisi de reconstruire, et maintenant, chaque matin, j'ouvre ma porte arrière sur un jardin que j'ai dessiné, une piscine que j'ai payée, une pièce que j'ai construite de toutes pièces. Non pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour me rappeler que je n'ai jamais été coincé, juste sous-estimé, et que je n'y vis plus. C'était à moi. Personne ne me l'a donné, personne ne m'a encouragé, personne n'a cru en moi ouvertement, mais je l'ai fait quand même, et ça a tout changé. Je ne parle plus à ma mère, non pas par haine, mais par choix conscient. On apprend avec le temps qu'on peut aimer quelqu'un tout en se protégeant de lui. Elle m'envoie un SMS de temps en temps. Pour les anniversaires, les fêtes, rien de personnel, juste une phrase ou deux. Je réponds généralement pareil. Voilà le reste que nous avons trouvé. Mon père et moi parlons de temps en temps. Il ne mentionne pas le passé. Il me pose des questions sur mon travail à la clinique. Il fait des remarques sur la lavande dans mon jardin. Il y a de la culpabilité dans ses yeux. Silencieuse et non exprimée. Je laisse cela pénétrer. Je ne cours plus après des excuses. Je n'en ai pas besoin. Sophie a obtenu son diplôme d'études secondaires au printemps dernier. Je n'y suis pas allé. Nous n'avons pas parlé depuis qu'elle s'est tenue près de ma piscine.
et a appelé ça un spectacle. Je pense que c'est qu'elle m'a aidé à sortir. Peut-être qu'un jour nous parlons. Peut-être pas. Ce qui compte, c'est ceci. Je ne suis plus la fille du bureau. J'ai construit une vie avec rythme, avec douceur et avec un abri. Ma maison est petite, mais elle est à moi. Je travaille maintenant à domicile pour un réseau hospitalier à but non lucratif. Je ne suis pas riche, mais je suis stable. Je cuisine mes propres repas. Je fais mes propres règles. Et plus que. Tout. Je me respecte. Je ne me bats plus pour être vu. Je vis là où j'étais apprécié parce que quand ils m'ont pris ma chambre, j'ai fait de la place pour ma clarté, pour ma liberté, pour moi, et ce sont des choses que je me suis données. Maintenant, quand j'entre chez moi, mes épaules ne sont pas tendues, je ne me prépare pas au jugement, j'accroche mes clés au crochet près de la porte, je cuisine ce que je veux et je laisse la musique remplir la pièce sans avoir besoin d'écouteurs, je nage quand j'en ai envie. Ma paix passe avant tout, je surprends encore ma mère qui me regarde par la fenêtre de sa cuisine. Je ne lui fais pas signe de la main, je ne cache pas que le chapitre est clos. Elle a fait ses choix, j'ai fait les miens et je ne regretterai jamais le moment où j'ai arrêté de demander la permission et commencé à me choisir. Si vous écoutez et vous sentez coincé, si quelqu'un vous a dit que vous étiez trop ou pas assez, sachez que vous n'êtes pas un fardeau, que vous n'êtes pas laissé pour compte, que vous avez le droit de faire la paix, même si cela commence par une petite chambre ou un grand rêve. J'ai donné ma chambre à ma sœur quand j'habitais encore dans la maison, alors je me suis offert le monde. Si cela vous a interpellé, aimez la vidéo, laissez un commentaire. Je les lis toutes et je m'abonne pour plus d'histoires vraies. J'en ai d'autres à partager. D'ici là, préservez votre paix. À la prochaine. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, si je vous vois laisser un commentaire ci-dessous, dites-moi quand vous avez réalisé que vous méritiez mieux. Notre histoire est tout aussi importante que la mienne. Rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls dans cette situation. Et si vous êtes encore en plein dedans, en attente de votre espace, de votre chance, de votre voix, n'abandonnez pas, vous n'avez pas besoin de permission pour commencer à choisir.